Chers amis, bonjour. Depuis quelque temps, les scandales sanitaires pleuvent dans l'actualité. Cadmium, pesticides, microplastiques, mais aussi mercure, aluminium, plomb, arsenic ou encore PFAS. La liste des poisons qui envahissent notre quotidien est très très longue. D'après certaines études très récentes, ces poisons seraient la cause du taux particulièrement élevé de certains cancers en France, notamment celui du pancréas. Alors faut-il s'inquiéter? À quel point votre santé est-elle menacée? Est-il possible d'éviter ces toxiques sans vous couper de la vie et à moindre frais? Et puis surtout, bien sûr, comment faire? Je vous propose de découvrir ensemble, lors de cette émission, les 5 plus gros poisons qui se cachent dans vos maisons et les solutions pour les éviter. Et pour ça, je suis ravie d'accueillir Hélène Ferrand, docteur en biologie et santé, naturopathe et spécialiste des toxiques. Bonjour Hélène. Bonjour Anne. Alors je le disais en introduction, il y a quelques mois, la France a été un peu sous le choc de la découverte de la contamination généralisée au cadmium, dont on a découvert que c'était un cancérigène certain dans le pain qu'on mange tous les jours. En janvier 2025, cette fois-ci, c'est une ONG suisse qui a révélé qu'une célèbre marque de chocolat contenait cette fois-ci des pesticides hautement toxiques. Une autre étude nous a appris, alors là je suis tombée de ma chaise, que les saumons d'élevage de Norvège étaient traités à l'antipoux, avec des pesticides normalement interdits, mais qui peuvent passer dans le corps de celui qui les consomme. Et puis il y a quelques jours, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a révélé que notre eau du robinet, cette fois, contenait des PFAS, ces fameux polluants éternels. Et puis, juste avant de venir, ce matin, le journal radio que j'écoute s'ouvrait en nous disant que ça y est, on venait de découvrir que les conservateurs qu'on trouve dans certains plats tout préparés étaient mauvais pour la santé. On a l'impression quand même que les poisons sont partout aujourd'hui. Ouais, alors c'est vrai qu'on en découvre de plus en plus. Et en même temps, c'est une prise de conscience du grand public peut-être plus récente, mais pour certains acteurs, là, vous voyez, les conservateurs dont vous parlez, c'est pas un scoop. Ouais. Ça fait très longtemps, en fait, que c'est mentionné. Sûr, ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une prise de conscience plus précise du grand public. Voilà, quand on parlait de ça il y a encore quelques années, on était un petit peu regardés comme des empêcheurs de tourner en ronde, et voilà, oh là là, il faut se détendre, etc. Et là, maintenant, les gens commencent à réaliser, OK, en fait, il y a vraiment un problème là. Le fait que cette récurrence du sujet commence vraiment à montrer ça. Donc oui, il y en a beaucoup. Et est-ce que l'essor de l'agriculture intensive a joué aussi un rôle dans la diffusion de ces poisons? Alors effectivement, les pesticides, là, c'est assez phénoménal. Hein. Donc là, l'inventivité est presque sans limite, je dirais. Il y a un très grand nombre de pesticides. La France est très consommateur. On est un des plus gros consommateurs. Dans l'Union européenne, on est dans le trio de tête en termes de consommation de pesticides. Et donc les pesticides, oui, c'est cette famille. Alors moi, en tant que biologiste, ce qui me choque, c'est que dans la famille des pesticides, on a donc l'industrie, l'agro-industrie appelle ça des produits phytosanitaires, ce qui donne l'impression que phytosanitaire, ça prend soin des plantes. Ouais. C'est quand même d'une hypocrisie assez incroyable, puisqu'en fait, donc, ce sont des pesticides, et dans les pesticides, on a des herbicides, des fongicides, des insecticides. Tout ce qui tue. Donc ça tue en fait le vivant, hein, ça tue des insectes, des champignons, des herbes qu'on considère comme mauvaises. Tuer le vivant, nous on en fait partie en fait du vivant. On devrait appeler ça des biocides en fait. Mais appeler ça pesticides, on tue des pestes, voilà, ça paraît plus acceptable, mais en fait ça tue le vivant. Donc oui, là ça, on s'en mord un peu les doigts aujourd'hui. Et malheureusement on en retrouve beaucoup. Oui. Ouais. Alors justement ce soir, Hélène, on va faire un pas pour prendre ce problème en avance et puis surtout pour s'y atteler et faire quelque chose de notre côté, puisque vous allez nous donner la liste des 5 poisons les plus présents dans notre environnement quotidien. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément là où vous croyez, et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, parce que le premier est un triste champion, mais qui va faire l'effet d'une bombe sanitaire dans pas très longtemps et qui serait bien de pouvoir désamorcer dès maintenant. Alors, je vous invite, je vous pose la question comme ça. Essayez de voir un petit peu à votre avis lesquels ce sont ces poisons, et puis on regardera ensemble, on fera un petit bilan à la fin, voir si vous aviez juste ou si vous étiez tombé à côté. Alors, je vous propose qu'on commence, Hélène, c'est parti. On va commencer avec le triste, alors je les appelle des champions, mais c'est évidemment pas à prendre au sens positif du terme. Le numéro 5 de ces poisons qui nous environnent, celui-ci, je crois qu'il se trouve dans la salle de bain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a notamment un produit qu'on utilise 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, selon les pratiques. Voilà, alors effectivement, le dentifrice, donc là, c'est une marque entre autres, mais ce n'est pas forcément celle-là plus qu'une autre. Ouais. Ça peut, alors ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être très problématique. Les cosmétiques, d'une manière générale, mais la différence, c'est que vos cosmétiques, vous ne les mettez pas sur une muqueuse. Quand vous mettez du blush ou du fond de teint, il y a quand même une barrière cutanée. D'accord.
qui n'est pas à 100%, hein, ça reste, tout ce qu'on met sur notre peau devrait pouvoir être comestible. Hein. Mais le dentifrice, pour certains médicaments, on vous dit l'absorption sur la langue, elle est optimale. Ou sublingual. Voilà, sublingual. Donc le dentifrice, il atteint quand même cette zone-là. Et on retrouve des choses assez problématiques. Alors, il y avait le triclosan, qui est un antibactérien perturbateur endocrinien bien connu. Qui a quand même été bien éradiqué là, je crois. Voilà, il n'y a quasiment plus de dentifrice aujourd'hui qu'en ont. Il reste encore des bains de bouche, ça par contre, il y en a. D'accord. Et j'ai été aussi frappée de voir les cols pour les appareils partiels. Voilà, donc là, il peut y avoir des produits avec du triclosan. Et puis, un autre produit qu'on retrouve parfois dedans, donc c'est notamment le dioxyde de titane. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus général. Même sur les dentifrices un peu bio, ou est-ce que c'est vraiment Absolument. Le dioxyde de titane est autorisé en bio. Donc voilà, donc ça c'est très surprenant. D'ailleurs, alors il est autorisé comme filtre UV dans les crèmes solaires, mais on le retrouve aussi dans les dentifrices. Il donne une pâte plus blanche. Et le dioxyde de titane, pourtant, il est interdit en alimentaire. Il a été reconnu comme potentiel cancérogène, qu'il soit sous forme de nanoparticules ou non, à partir du moment où il est inhalé et éventuellement avalé. Mais voilà, en alimentaire, il a été supprimé pour principe de précaution, mais dans le dentifrice, ça passe. Alors que, effectivement, on n'est pas censé avaler du dentifrice, mais concrètement, il est quand même... On peut imaginer qu'il y a quand même une partie... Voilà, après, il y a d'autres substances, le SLS, par exemple, sodium lauryl sulfate. Alors lui, ce n'est pas un perturbateur endocrinien cancérogène comme les autres substances, mais il est irritant. Il a été retiré de la quasi-totalité des produits type gel douche, shampoing, on n'en trouve quasiment plus, mais il y en a encore dans beaucoup de marques de dentifrice. Alors, je crois que dans celui-ci, d'ailleurs, j'avais regardé, effectivement, il y en a. C'est bien possible. Du coup, j'imagine que la consigne, c'est pas d'arrêter de se brosser les dents. Non, évidemment, mais ça va être effectivement de faire les bons choix. Voilà, faire les bons choix. Donc, ça veut dire qu'on va éviter, vous le disiez, le triclosan, mais qu'on trouve quand même de moins en moins. Voilà. On va être attentif au SLS et dioxyde de titane. Au SLS. Et puis, il y en a un quatrième dont je n'ai pas parlé, même s'il est de moins en moins présent, il y a encore des parabènes dans les dentifrices. D'accord. C'est un conservateur qu'on peut retrouver dans certains dentifrices. C'est aussi relativement rare. C'était dans des dentifrices plutôt trouvés en pharmacie en général. Et du coup, les pharmaciens... Maintenant, la plupart sont sensibilisés à ça. Voilà. Mais ça peut arriver si vous allez dans certaines enseignes, parfois de déstockage ou de choses comme ça. Voilà, ça reste un produit que vous allez mettre dans votre bouche. Ne l'achetez pas dans un déstockage, quoi. OK. Alors, on va passer au numéro 4 de notre liste. On est assis dessus. C'est nos canapés. Alors là, moi, je suis hyper surprise. C'est-à-dire que pour moi, un canapé, je vois... Voilà, on ne voit pas très bien où est le problème, mais il y a un vrai souci avec certains canapés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, c'est d'ailleurs pas que les canapés, ça peut être votre matelas. À partir du moment où on a une mousse synthétique, vous voyez, quand vous avez une mousse synthétique, donc c'est souvent du polyuréthane ou ce type de mousse, vous avez peut-être déjà vu quand vous avez un petit peu d'un corps enflammé, ça fait des trous, hein, et puis ça s'enflamme très facilement. Donc, on a besoin d'une deuxième molécule de synthèse pour venir protéger ces substances-là. Et donc, on a toute une famille en chimie qui s'appelle les retardateurs de flamme bromés. Et donc, effectivement, ces composés bromés, eux, ils posent des gros problèmes de perturbateurs endocriniens. Alors, surtout sur la thyroïde et avec des retentissements après sur la fertilité et la santé mentale. Mais alors, est-ce que c'est juste le fait d'être assis dessus qui est problématique ? Alors non, en fait, là, typiquement, ça dépend de chaque molécule, de ses propriétés. Les retardateurs de flamme bromés, ils sont volatiles. On va les retrouver dans les poussières domestiques, mais on va même les inhaler, ils sont dans l'air. Hein. Donc, en fait, à partir du moment où on dort sur un matelas de ce type-là, où on passe du temps sur un canapé comme ça, eh bien, on inhale un peu de brome, de retardateur de flamme bromé, et effectivement, ces substances-là, elles vont avoir une affinité particulière pour notre thyroïde. OK. Alors évidemment, on ne va pas tous changer nos canapés tout de suite, mais la question se pose plutôt sur quand on doit racheter un matelas, par exemple, j'imagine, ou le jour où votre canapé est cassé et que vous voulez en racheter un. Là, c'est la bonne occasion de s'y mettre. À quoi est-ce qu'il va falloir qu'on soit attentif ? Parce que c'est évidemment pas écrit, j'imagine, contient des molécules bromées. Eh bien non, il n'y a aucune obligation, donc ça fait partie des choses un peu choquantes. Donc finalement, quand on se retrouve dans un magasin de canapés, on va avoir... certains qui mentionnent sans retardateur de flamme bromé, puis il y a aussi une autre famille, c'est les organophosphorés, voilà, sans organophosphorés. Et du coup, c'est là qu'on réalise, mais alors lui qui ne spécifie pas ça, du coup, il les contient en fait. Ouais. Donc oui, effectivement, alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement aller sur le site du fabricant, et effectivement, s'il n'y a pas de mention spécifiant ça, mieux vaut s'abstenir. Après, il y a quand même des labels. Quand vous achetez un produit labellisé, alors GOTS, si c'est des textiles bio, mais c'est rarement le cas sur, sur du canapé.
Mais sinon, il y a le label Ecotex, D'accord. qui est quand même un label qui vise à protéger le grand public. Et chez eux, les retardateurs de flammes de ce type-là sont interdits. Ok. Donc voilà, c'est quand même un gage de sécurité. Alors, on va arriver sur le triste podium de nos poisons maison. Et puis là, sans surprise, on va se déplacer plutôt vers l'alimentation. Le numéro 3, c'est celui dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois et qui se trouve dans le pain et dans le chocolat. Vous allez nous dire la réponse. Oui, c'est le cadmium. C'est le cadmium. Alors ça, c'est les deux exemples qui nous frappent parce que c'est des produits de tous les jours. Mais en fait, le cadmium, il est déjà très présent. Et le trio de tête, là, ils sont assez équivalents, je dirais, d'un point de vue dangerosité. Alors effectivement, le cadmium, lui, c'est un métal lourd. Alors, moi, oui, exactement. Je veux bien, parce qu'avant que ce scandale explose, je n'avais jamais entendu parler du cadmium. Non, c'est vrai qu'il est moins connu que le plomb ou le mercure, mais c'est du même ordre. Donc c'est un métal. Voilà, c'est un métal qu'on peut qualifier de lourd. Il n'y en a pas beaucoup. Souvent, il y a une confusion sur les métaux toxiques, métaux lourds. Ouais, voilà, donc les métaux vraiment lourds qui posent problème autour de... tous les métaux lourds posent problème. Les plus connus, les plus fréquents, c'est donc le plomb, le mercure et le cadmium. C'est à peu près le même niveau de dangerosité. Okay. Donc, quand on vous dit ça, on se dit « Ah oui, d'accord, si c'est équivalent au mercure, c'est quand même un gros problème. » Et voilà, et on va le retrouver. Alors la cause numéro 1, c'est le tabagisme, mais pour les non-fumeurs, c'est effectivement les aliments de tous les jours, en particulier le pain, les céréales. Mais alors moi, je comprends pas. Le pain, le céréales, c'est pas nouveau qu'on en mange. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, on se retrouve à se dire mince, il y a du cadmium dans ces trucs-là? Oui, alors effectivement, quand c'est le chocolat, c'est tout à fait différent parce que c'est souvent lié à sa provenance. Pour le pain, ce qui est très choquant, c'est que nous, le sol, par exemple, en France, en Union européenne, il y a très peu de pays qui ont du cadmium dans leur sol. D'accord. Donc, ce n'est pas une pollution naturelle, entre guillemets, qui vient et à laquelle on ne peut rien faire. Ça, c'est lié aux pratiques en agriculture. Donc, c'est très choquant aussi. D'accord. Donc, on rajoute du cadmium? Alors, pas intentionnellement. C'est un contaminant d'un engrais. Donc, vous voyez, souvent, ça peut être très indirect. Okay. C'est-à-dire qu'en Union européenne, et en particulier en France, on est très gourmand en engrais phosphatés, donc qui ne sont pas censés contenir du cadmium. Et il y a des pays qui utilisent des engrais phosphatés produits sans cadmium. Sauf que nous, on l'importe massivement du Maroc et que le Maroc contient beaucoup de cadmium dans son sol. Donc leur production d'engrais phosphatés contient du cadmium. Et donc nous, on arrose nos cultures de ça. Et donc les substances qui poussent dans le sol, en particulier, alors les pommes de terre aussi sont concernées, les pommes de terre, les céréales, donc c'est vraiment des produits de consommation hyper courants, vont contenir du coup des traces de ces engrais phosphatés et donc du cadmium. Il représente quel risque pour notre santé, ce métal? Alors celui-là, je dirais comme tous les métaux lourds, il est très toxique pour le système nerveux, qui est particulièrement sensible à ça. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement avec une répercussion sur certaines... Alors, santé mentale, maladies neurodégénératives, donc ça c'est un impact très important. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que ça favorise, donc comme le mercure et le plomb, les maladies, alors évidemment chez l'enfant, troubles du spectre autistique, retards mentaux, pendant le développement c'est catastrophique, mais chez l'adulte, ça favorise les maladies neurodégénératives. Alors, c'est rarement responsable à lui tout seul. C'est-à-dire que c'est ça, plus, vous voyez, les autres facteurs de risque qu'on a vus. Mais ça participe au cocktail de polluants. Puis il y a une particularité quand même avec le cadmium que moi je trouve justement très inquiétante par rapport aux autres. Les autres métaux lourds aussi s'accumulent dans le corps, mais le cadmium encore plus. Il a un potentiel de bioaccumulation qui est très très fort, c'est le plus marqué. C'est-à-dire que quand vous arrêtez d'en consommer, donc si on prend l'exemple des fumeurs par exemple, quelqu'un qui a fumé entre l'âge de 20 et 30 ans, à 30 ans il arrête de fumer, il va continuer donc à éliminer du cadmium. Et en fait, c'est comme une substance, vous voyez, une cafetière filtre, vous avez le filtre rempli, puis ça coule au goutte à goutte en dessous. Le cadmium, c'est à cette vitesse-là qu'on l'élimine. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui se remplit en haut, puis on l'élimine au goutte à goutte. La personne qui a arrêté de fumer à 30 ans, à 50 ans, elle élimine encore des gouttes de cadmium. Oh, wow. Voilà, donc la persistance dans le corps pour le cadmium, on l'élimine tellement lentement qu'en fait, le cadmium, il va persister plusieurs années, voire plusieurs décennies, ça va jusqu'à 40 ans. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'éliminer tout de suite, sans attendre 40 ans? Du coup, Hélène, là, on a parlé que du pain, on va peut-être parler du chocolat après, parce que vous nous disiez je vais vous en parler, effectivement, c'est un peu différent. Pour le pain, qui est quand même un truc, je pense, que tout le monde consomme tous les jours, celui-ci, en plus, n'est pas particulièrement industriel, il vient d'une boulangerie, il est artisanal, mais ce n'est pas ça le problème. Non, alors du coup, pour éviter ces engrais, parce que là, en l'occurrence, c'est la cause pour les céréales, il se trouve qu'en bio, les engrais phosphatés sont interdits.
Donc là, ça vaut le coup Donc en fait, d'acheter typiquement du pain pour les en bio. céréales. Ok. Alors maintenant, la liste des aliments où on dit c'est mieux en bio s'allonge de plus en plus, parce que moi, pendant longtemps, j'étais vraiment à dire aux gens, allez, c'est surtout pour les œufs, c'est surtout pour les produits laitiers. Puis après, je me dis, voilà, de plus ça va, plus je rajoute des choses à la liste. Voilà, on sait aussi que les fruits, pas en bio, ils sont très contaminés aux pesticides. Donc c'est vrai que malheureusement, la liste s'allonge de plus en plus. Et pour les céréales, donc ça a été montré aussi, il y a déjà plus de 10 ans, les publications qui montrent que le taux de cadmium dans les céréales bio, elles sont réduites. Elles datent de 2015. Qu'est-ce qui fait que ça percole Du coup, j'ai votre image du cadmium qui met du temps à arriver, mais qu'est-ce qui fait que... Mais pour l'information aussi. Voilà, qu'est-ce qui fait que l'information met 10 ans à arriver? Alors, il y a un lobbying de l'agro-industrie qui est extrêmement puissant. Et puis, je dirais, la communauté scientifique est extrêmement prudente. Ouais. Alors ça, c'est tout à leur honneur. Mais c'est vrai que, du coup, de vouloir toujours valider les choses quand on a un échantillon d'une centaine de personnes ou 1000... Et puis, on n'est pas sur des essais cliniques où on peut dire on prend une partie de la population, on lui met du cadmium et l'autre pas. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est des études d'observation a posteriori, et donc ça prend énormément de temps. Mais voilà, on sait qu'en bio, il y a dans les céréales 40 à 50% de cadmium en moins. Okay. Donc c'est quand même très net. Ouais. Pour le chocolat, effectivement, c'est un peu différent, parce que le chocolat, c'est lié à la provenance. En fait, il y a des pays, donc, comme le Maroc, qui fabriquent des engrais. Les pays producteurs de cacao ont, pour certains, des sols riches en cadmium. Et c'est le cas notamment de l'Amérique latine. D'accord. Et donc eux, même s'ils ne mettent pas, vous voyez, même en bio, en fait, où ils ne vont pas mettre d'engrais, en tout cas pas d'engrais phosphatés, malheureusement, le Pérou et l'Équateur surtout, ils ont le triste record de teneur en cadmium. D'accord. Et nous, c'est essentiellement ces produits-là qu'on fait venir. Est-ce qu'on va pouvoir aller regarder celui-là, par exemple? Alors, je vois qu'il est fabriqué en France. Alors, certains fabricants indiquent la provenance. Voilà, là, on a un chocolat de Côte d'Ivoire. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup moins de cadmium. Ah, d'accord. Côte d'Ivoire, Afrique, Asie, très peu. Attention quand même, parce que s'ils mettent des engrais phosphatés, on peut retomber sur un cadmium qui ne sera pas celui du sol, qui sera celui de l'engrais. Mais là, ici, typiquement, on est sur un chocolat artisanal et bio, donc d'Afrique, aucun problème. Alors là, effectivement, j'ai Équateur, Pérou, République dominicaine. Voilà. Donc, et même si on est en bio, il risque de contenir beaucoup de cadmium. On est en bio, effectivement. Voilà. Ok, tiens, ça c'est très intéressant. Vérifier la provenance des chocolats. Donc, vous nous disiez le pain, qui est un peu l'emblème, mais aussi les pommes de terre, tout ce qui pousse dans le sol ou près du sol. Oui, tout ce qui passe du temps dans le sol, effectivement. D'accord. Ok. Petite chose comme ça qui me vient, mais c'est évidemment pas non plus indiqué sur l'étiquette contient du cadmium. Ah non, parce que du coup, c'est des polluants qui ne sont pas mis intentionnellement. Alors, effectivement, normalement, dans la liste des ingrédients, le fabricant, il indique tout ce qu'il a mis dans sa recette. Oui. Mais là, le cadmium, il est présent dans les ingrédients qu'il a utilisés pour sa recette et lui, il peut ne pas le savoir, en fait. Bon, en plus, pour les identifier et les mesurer, il faut des techniques de labo assez poussées, de la spectrométrie, etc. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Ce qui me fait me dire que finalement, quand on achète de la nourriture conventionnelle, donc non biologique, qui a reçu des pesticides, effectivement, on ne connaît pas le cocktail de pesticides. Non, vous n'avez pas les pesticides sur l'étiquette. Donc, il faut faire confiance aux fabricants. Ouais. Et donc aux producteurs qui sont en amont. Et là, évidemment, ils ne vont pas vous dire le cocktail de pesticides qu'ils ont mis. Ça, alors, ils ont suivi, évidemment, en principe, la réglementation européenne, mais bon, elle est quand même assez souple, et en particulier en matière de pesticides. Ouais. Ce n'est pas la même réglementation que pour celle qu'on va avoir, par exemple, pour les boîtes plastiques que vous avez dans votre cuisine. Elle est plus stricte. Elle est beaucoup plus stricte. Sur les pesticides, là, il y a un épandage autorisé de molécules qui vont être permises. Donc là, c'est l'EFSA qui réglemente ces substances-là, où il y a des pesticides, notamment certains contenant d'autres produits toxiques, qui sont autorisés à l'épandage intentionnel, alors que ces molécules-là sont tout à fait plus strictement réglementées pour les mettre dans des boîtes en plastique, par exemple. Qu'on ne mange pas a priori. Voilà, exactement. Bon, alors, on va être attentif à notre chocolat et à notre pain. On va passer au numéro 2 de notre liste. Lui, alors, on le retrouve aussi dans notre cuisine, plutôt au rayon frais d'ailleurs. C'est le thon, ou le saumon d'ailleurs, ce qu'on appelle les gros poissons. Alors là, il y a quelque chose d'un peu plus connu, notamment autour du mercure, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le problème avec ces gros poissons? Pourquoi est-ce que le mercure, ça reste un problème? Tout à fait. Alors, le mercure, la toxicité du mercure, elle est connue depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Voilà, et les fonderies romaines ont largué du mercure dans l'air, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait qu'on en retrouve aujourd'hui encore dans certaines neiges, dans les couches des carottes prélevées au pôle Nord.
on peut dater, quand on retrouve l'époque de l'Antiquité romaine, on sait c'est la couche où il y a du plomb. Donc voilà, même au pôle Nord. Donc pour vous donner une idée de cette persistance. Et donc effectivement, c'est des toxiques qui s'accumulent dans l'environnement. Les métaux toxiques, en particulier le mercure, ils ont une forte affinité pour le gras. Donc les gros poissons gras qui vivent longtemps, ils vont manger des petits poissons et ils vont accumuler les toxiques qui étaient présents dans la mer, un petit peu partout. Et donc un thon, un saumon, c'est des poissons qui vont vivre plus longtemps et qui vont être plus volumineux qu'une petite sardine ou qu'un petit maquereau. Donc ils vont accumuler ça dans leur graisse. Et effectivement, plus ils ont d'années de vie, donc plus ils sont gros, plus ils ont un stock de mercure important. Donc quand on pêche un magnifique thon sauvage, ou alors on peut imaginer, peut-être qu'il y a des gens qui s'adonnent à ça, qui pêchent un espadon par exemple. Moi j'avais entendu des gens raconter ça, de vacances en bateau, on a pêché un espadon, on l'a mangé sur le bateau, etc. Bon, là, quand vous êtes sur une bête de cette taille-là, en fait, il y a tout son historique que vous mangez. Et donc, plus ces poissons sont gras et gros, plus ils contiennent, plus ils ont accumulé, en particulier, ce mercure. Et nous, on va faire exactement pareil. C'est-à-dire que finalement, on est un maillon dans la chaîne alimentaire. On va manger ce gros poisson et on va l'accumuler dans notre gras. Et il se trouve que le cerveau, c'est beaucoup du gras. Donc, le gras, c'est pas que dans les cuisses, les fesses, le ventre. Malheureusement, le cerveau, c'est 50% de graisse. Donc on va se retrouver... c'est la membrane de toutes nos cellules. Voilà, exactement. Donc, on va accumuler également beaucoup de mercure. Donc voilà, et du coup, il est très neurotoxique, effectivement. Alors, j'ai l'impression que cette question du mercure et des poissons gras, elle est un peu plus connue. Pour autant, je lisais il n'y a pas très longtemps un papier disant que la France restait un des plus gros consommateurs, notamment à la période des fêtes, de saumon en Europe, voire peut-être même dans le monde. Je crois que c'était plutôt en Europe. Qu'est-ce qui fait qu'on connaît ça et puis qu'on reste très gros consommateur? Et puis surtout, je crois qu'il y a un problème aussi avec les normes, il me semble. Oui, c'est ça. Alors d'ailleurs... L'ONG Bloom, vraiment, je salue leur travail parce qu'eux, ils ont mis en évidence un peu un scandale avec une réglementation d'exception pour le thon. Ça veut dire quoi, ça, en fait, il y a ce problème du mercure, il est connu depuis longtemps. Oui. Donc il y a une limite maximale autorisée qui devrait être à 0 parce que le mercure, typiquement, j'ai oublié de vous le dire, ça fait partie de ces toxiques où on dit qu'il y a une toxicité sans seuil. C'est-à-dire que c'est toujours toxique, même à toute petite dose. Mais bon, disons qu'on considérait qu'en dessous d'une certaine dose, ça allait pour l'ensemble des poissons. Donc pour la boîte de maquereaux, de sardines, etc. Pour le thon, plus les années passent, plus, à force d'avoir des activités industrielles qui relarguent des effluents et donc du mercure dans les océans, plus la dose commençait à augmenter dans le thon. Donc il y en a plus aujourd'hui que dans les années 80. Donc la pêche industrielle, je dirais, qui est un lobby extrêmement puissant. L'agro-industrie, c'est des lobbying très très puissants au niveau européen, au niveau français. Ils se sont trouvés face à un dilemme. Zut, si on respecte les limites autorisées, on ne peut plus vendre de thon en boîte, en fait. Or, c'est quand même un produit très consommé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va relever la norme juste pour le thon. Comme ça passe. Donc, c'est ce qui s'est passé. On dirait un film. Voilà, oui, complètement. Donc, l'ONG Bloom, elle a montré cette réglementation d'exception qui est dictée non pas par des considérations de santé publique, mais pour pouvoir maintenir une rentabilité pour la pêche industrielle, qui en plus est une pêche qui met au chômage la pêche artisanale, qui vide les océans, qui détruit la biodiversité. C'est le chalutage des fonds marins. Enfin, c'est assez abominable. Donc voilà, on est face à ça. Et donc, effectivement, là, il y a une vraie prise de conscience. Ils ont fait tout un travail, effectivement, pour communiquer autour de ça. Mais c'était un phénomène. Le mercure dans les gros poissons, c'est connu depuis longtemps. Oui, mais moi, ce que je retiens, c'est que ça empire. Oui, ça empire cet effet cumulatif. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie complètement ces poissons-là, on n'en mange plus ? Alors, c'est vrai qu'en France, on est des gros consommateurs parce qu'on est bordé par plusieurs mers, plusieurs océans, un océan, plusieurs mers. Et donc, ça avait déjà été montré que les femmes enceintes, par exemple, qui sont des populations très surveillées, les Françaises, elles sont beaucoup plus exposées au mercure, au cadmium et à beaucoup de métaux, parce qu'il n'y a pas que les mercures dans les océans, que les Canadiennes ou les Américaines, par exemple. Alors, l'idée, c'est quand même de faire attention à sa consommation. Et il y a des bonnes choses dans le poisson, il y a des bonnes graisses. Et justement, les poissons gras, il y a quand même des oméga-3 précieux dedans. Plus ces poissons sont petits, moins il y en aura. Donc, et en plus, sur cela, d'un point de vue écologique, les stocks sont moins en danger, on va dire, que sur les gros poissons. Et puis, on trouve encore de la pêche plus artisanale sur le maquereau, par exemple. On peut trouver en poissonnerie du maquereau où on s'est indiqué ligne et non pas chalut. Ça, c'est aussi un autre aspect, mais c'est important.
Donc, si on privilégie maquereau, sardines, on peut en manger sans problème 1 à 2 fois par semaine. Par contre, le thon, on ne devrait pas dépasser 1 à 2 fois par mois. Et alors, pour les publics les plus sensibles, les femmes enceintes typiquement, voilà, l'ANSES recommande de mémoire 1 à 2 fois par mois maximum. Moi, j'ai envie de dire pas de thon, en fait. Vous êtes enceinte, pas de thon. On peut s'en passer pendant 9 mois. Ouais. Voilà. Et le saumon, c'est à peine mieux. D'accord. Voilà. OK. Alors, on va terminer avec celui dont on vous parlait avant, qui est un peu le champion de nos polluants, qui va se trouver cette fois-ci au bout de la table. C'est notre eau. Alors ça, c'est quand même une surprise qui est très triste. Alors là, on l'a en bouteille, mais on retrouve évidemment la même problématique avec notre eau du robinet et avec un scandale qui émerge et qui est en train de faire une espèce de raz-de-marée sanitaire, qui est le scandale des PFAS, donc PFAS, on prononce le P à l'anglaise. Qu'est-ce qui se passe avec notre eau, Hélène ? C'est quand même la base de la vie, de notre vie. Pourquoi on est arrivé à boire du poison assez régulièrement comme ça ? Ouais, alors je vois qu'il y a une casserole, donc je vais en profiter pour montrer ça. À la base, les PFAS, peut-être, vous en avez peut-être entendu parler pour ça, ces fameux revêtements anti-adhésifs. Oui. Donc là, je vous parlais au début de l'émission, je vous parlais de la magie, de la chimie avec le monde moderne. Quel plaisir de pouvoir faire des œufs brouillés qui n'attachent pas dans une poêle anti-adhésive, voilà, dans une casserole comme ça, avec un fouet en silicone, etc. Voilà, tout ça, c'est des trucs qu'on ne savait pas faire avant. En fait, on savait très bien faire des œufs brouillés qui n'attachent pas, mais bonne qualité. Voilà, oui, ça fait solide, ça fait propre, etc. Bon, en fait, ça, c'est un matériau, c'est une invention de l'agro-industrie, enfin pas de l'agro-industrie, de la chimie. Et ces matériaux-là, c'est une très grande famille, les PFAS, il y a plus de 4000 molécules. Voilà, certains vont même bien au-delà, donc c'est une très grande famille de molécules. On s'est rendu compte que c'était très pratique. Alors, qu'est-ce que c'est ces molécules ? C'est des molécules qui sont hyper résistantes à la chaleur, résistantes à l'eau et à l'huile. C'est assez rare, parce que souvent, quand une molécule, elle n'est pas soluble dans l'eau, elle est soluble dans l'huile ou vice-versa. Là, c'est les deux. Donc, ça fait un revêtement un peu à tout faire et en plus qui résiste à la chaleur. Donc ça, c'est une invention de la chimie. Ils se sont dit, avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. Au départ, c'était dans l'aéronautique, parce qu'il y a des contraintes thermiques, donc on peut retrouver ça sur des fusées, des satellites, etc. Et puis même des avions, le fuselage, etc. Bon, là, on se dit, c'est des contraintes majeures. Est-ce qu'on a besoin d'avoir dans sa casserole la même chose que sur un fuselage d'avion ? On peut quand même se questionner. Et donc, ces produits-là se sont répandus. Le problème des PFAS, c'est que ces molécules qu'on a créées de toutes pièces, elles sont quasiment indestructibles. Donc, c'est pour ça qu'on les qualifie de polluants éternels. Alors, les autres dont on a parlé jusque-là sont, vous voyez, je pense aux pesticides, etc. Souvent, ils sont persistants dans l'environnement, mais pas autant. Les PFAS, c'est record absolu. C'est quasiment indestructible comme matériau. Donc, nous, on voit que le support s'abîme. On se dit, ça s'abîme. Mais en fait, les particules, la molécule elle-même, elle est quasiment incassable. C'est des liaisons carbone-fluor. Vous demandez ça à un chimiste, il vous dit carbone-fluor, personne ne sait casser ça. Voilà, c'est extrêmement solide, c'est comme ça. Donc, ces substances-là, quand vous avez fini d'utiliser votre poêle, et puis l'entreprise qui a fabriqué ça, elle a des petits effluents industriels et parfois il y a des petits accidents, plus ou moins volontaires. On va dire des accidents. Et donc, malheureusement, ça peut contaminer les nappes phréatiques. Et puis après, j'ai envie de dire, après c'est le cycle de l'eau. En fait. Donc les enfants voient ça à la maternelle. Le cycle de l'eau, je pense qu'ils font ça en grande section de maternelle. On apprend que ce qui est déversé dans l'eau va se retrouver dans les océans, etc. Et comme ils sont indestructibles, ils vont s'accumuler. Ça fait à peu près depuis les années 70-80 que ces molécules-là, elles ont explosé dans la consommation. Et il y en a de plus en plus parce que maintenant, on a découvert aussi leurs propriétés dans les textiles. Parce que formidable d'avoir un textile anti-tache. Tout le monde est très content d'avoir une nappe sur laquelle il suffit de passer un coup d'éponge. Dans les vêtements techniques, formidable aussi. D'avoir un tissu, de faire du sport sans être mouillé. Genre de trucs déperlants, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça a gagné énormément de domaines. Des chaussures en plastique... qui vont être étanches, etc. Enfin, vous voyez, donc, ça a gagné énormément de secteurs et avec des molécules indestructibles. Donc, on les retrouve dans l'eau. Alors, là, vous donnez l'exemple, effectivement, ici des bouteilles, parce qu'ils ne peuvent pas y échapper, aussi propres soient-ils, aussi rigoureux soient-ils dans la préparation. Mais en fait, ils sont là, quoi. Donc, et c'est très difficile de les enlever. Et dans l'eau du robinet, effectivement, l'ANSES a mené une étude, là, fin 2025. Et alors pour ce qui est de l'eau du robinet, ils ont trouvé... ils ont testé 35 PFAS
Et c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a plus de 4000, c'est une famille. Il y a plus de 4000 PFAS. D'accord. Maintenant, il y en a 3-4 très connus qui posent des gros problèmes et qui ont été interdits depuis déjà assez longtemps, notamment ceux qui étaient dans le téflon, le PFOA. Voilà, ça y est, ils sont interdits, aux États-Unis aussi, enfin, dans une grande partie du globe. Mais en fait, on les a utilisés pendant des années, donc ils sont encore là. Donc, en fait, on retrouve encore du PFOA. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins. Le PFOS, pareil. Donc ça, c'est les plus connus. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Voilà. Et donc là, dans ceux qu'ils ont testés, ils en ont trouvé un dans 92% des échantillons du robinet. Voilà. Sur les 35 testés, tous évidemment n'étaient pas tous présents. Certains n'étaient présents que dans un petit pourcentage des échantillons. Mais voilà, il y en avait un présent dans 92%, on est sur la quasi-totalité des échantillons d'eau du robinet testés. Il y avait plus de 600 points de prélèvement en France quand même. Donc c'est assez représentatif du territoire. Et donc là, ils ont trouvé un PFAS qui est beaucoup moins connu parce qu'il n'est pas dans les poils Tefal, pardon, les poils en téflon, mais donc celui-là, c'est pas le PFOA ou le PTFE, etc. Non, c'est le TFA, il n'est pas connu. Et le TFA, en fait, il est issu, alors celui-là, on retombe encore sur l'agro-industrie, il est issu de certains pesticides, parce qu'il y a aussi des pesticides qui contiennent des PFAS. Et alors là, c'est quoi les risques sur la santé, Hélène, de tout? Est-ce qu'ils sont tous reconnus comme toxiques ou est-ce qu'on subodore? Mais là encore, on n'a pas les études qui nous Voilà, c'est ça. Alors, en fait, à chaque fois qu'on se penche sur l'un d'eux, donc les plus connus, je vous disais PFOA, ok, on a vu, c'est cancérogène, perturbateur endocrinien. Sur les bébés, là, il y a une étude qui a montré sur la côte est des États-Unis, là, une grande université américaine, donc là, c'est une étude toute récente, fin 2025, qui a montré des troubles du développement. Alors eux, c'est quasiment incroyable qu'est-ce qu'ils aient pu faire ce travail-là. Ils ont montré une usine qui produisait donc des composés PFAS et qui immanquablement déversait un petit peu, même si c'est des rejets accidentels, on va dire. Et donc, ils ont regardé la population en amont, la population en aval, ils ont surveillé les femmes enceintes. Et ils ont pu corréler, en fait, les troubles du développement chez les bébés, les problèmes de santé chez les bébés. Ça a été directement corrélé avec le taux de PFAS dans l'eau du robinet. Okay. Bon. Donc là, la preuve, elle est claire et nette. Ah oui, c'est solide. Maintenant, sur les 4700, évidemment, ils n'ont pas tous été testés. Donc après, ils prennent le suivant sur la liste quand il y en a un. Mais on peut raisonnablement se dire qu'a priori, ils sont tous mauvais et qu'il vaut mieux qu'on les... Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai qu'on... il y a eu ces dernières années, j'ai l'impression, des scandales, en tout cas des alertes sur les eaux du robinet de certaines régions de France qui s'allumaient comme ça régulièrement. Donc on sait que ça arrive. Souvent, on se dit, la solution, c'est de se tourner vers l'eau en bouteille. Vous nous dites que malheureusement, c'est pas ça. C'est pas la panacée. Mais il y a d'autres problèmes. Donc voilà, on va peut-être avoir moins de polluants, mais... Bon, là, typiquement, votre bouteille, c'est du PET. Le PET, donc là, c'est le problème des microplastiques. Vous allez larguer des microplastiques. Et éventuellement, les additifs qu'il y a dedans sur lesquels on ne sait rien. Ouais. Là, on vous dit que c'est du PET, c'est tout. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même mettre en place, idéalement, des solutions de filtrage chez soi? Voilà, oui, parce que l'idée, c'est quand même de dire qu'on peut faire des choses. Et justement, ce n'est pas forcément aller dépenser de l'argent en achetant de l'eau en bouteille et en chargeant. En plus, on alimente un circuit hyper négatif, puisque du coup, si on achète de l'eau en bouteille... on reconsomme du plastique qu'on relargue dans l'environnement et on refait de la pollution plastique. Donc non, par contre, l'idée, c'est que l'eau du robinet, malgré tout ce qu'on vient de dire, et effectivement, on entend souvent ça. Alors, il y a une dissonance, on entend c'est un produit ultra contrôlé. Oui, mais tout n'est pas contrôlé. En fait, on peut partir de cette eau du robinet qui a l'avantage quand même d'être peu coûteuse. Par contre, on va l'optimiser et on peut la filtrer. Et c'est ça. Moi, je trouve que c'est l'idée la plus performante. Ça allège aussi la contrainte budgétaire notamment et puis écologique aussi. Ouais, et là, il y a quand même beaucoup de solutions qui existent, plus ou moins valables. Il y a des choses efficaces. Il faut faire le tri entre les astuces un peu, ce qui ne marche pas vraiment, le marketing, etc. Mais ce n'est pas forcément les choses les plus chères qui sont les plus efficaces. Ok. Vous me disiez que généralement, il faut quand même qu'il y ait deux choses qui filtrent relativement bien. C'est une alliance, j'allais dire un alliage, ce n'est pas le cas. Oui. Charbon, argile, grosso modo, ça c'est la base. Et puis ensuite, on va pouvoir avoir charbon et céramique, le duo des deux, par rapport aux métaux, par rapport à pas mal de polluants, c'est bien. Maintenant, pour ce qui est des PFAS, je dirais, il y a certains, tous les fabricants, ça dépend de la porosité en fait de l'argile, du support charbon. Il faut qu'ils aient fait la preuve qu'ils aient une certification PFAS, je dirais. Et donc, ça y est, là, vu le scandale qui a émergé, les marques un petit peu leaders de ce marché-là commencent à montrer des certifications par rapport au PFAS. Et donc, là aussi, comme on disait pour les retardateurs de flamme sur les canapés, chercher la mention
testé, PFAS et une certification assez solide. Ouais. Voilà, faut pas aller vers les marques totalement inconnues ou acheter ça En premier prix. en seconde main ou au premier prix. Ouais, voilà. Pour vous, Hélène, à ce stade de notre modernité, j'allais dire, est-ce que c'est vraiment impératif de faire ce nettoyage, ce tri dans notre maison? Oui, alors c'est impératif, je dirais, pour tout le monde, parce qu'on a toujours envie de prendre soin de sa santé. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient se dire, non mais bon, moi j'ai un certain âge, maintenant ça vaut plus le coup. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces gens-là? Alors effectivement, alors ça c'est ce que j'appelle le fichu pour fichu, tant pis. Non, il ne faut jamais se dire ça parce que typiquement chez quelqu'un qui a atteint un certain âge, il reste quand même la question de la santé mentale et on l'a vu. Donc là je parle plutôt du côté neurodégénératif. Et puis vieillir en bonne santé aussi. Oui, c'est indispensable. Ouais. Et en fait on voit aujourd'hui la problématique du grand âge aujourd'hui, c'est beaucoup Alzheimer et Parkinson quand même, et ce type de maladie. Le système nerveux, il est ultra sensible aux polluants, et donc faire attention à ça, c'est quand même se mettre à l'abri. Alors, c'est pas le seul levier, mais ça en fait partie. C'est effectivement limiter les risques de développer ces maladies-là. Ouais. Et on peut toujours s'y mettre, même si on a été... il ne faut pas se dire « oh, j'ai fumé pendant 30 ans, c'est fichu ». Non, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Ouais. Merci beaucoup Hélène d'avoir partagé tout ce savoir. J'ai l'impression qu'on a gagné 10 ans là, dans ce qu'on sait et qu'on sort serein de cet entretien en se disant « je sais comment agir déjà ». Alors,